Nous allons accueillir maintenant 3 de nos partenaires sur 3 très beaux projets. Donc, le père Christian Stenou, Jean-Baptiste Noyac et Roger Kerala. Alors, nous allons commencer avec le père Christian Stenou. Vous préférez être avec un... Alors, le père Christian Stenou est religieux camillien, serviteur des malades. Son engagement, c'est au service de tous les lépreux, les exclus des services de santé et les pauvres sans le sou. Comme il le dit, il est au centre de santé de Davougo au Bénin depuis près de 50 ans. Donc expert des lépreux et des ulcères de Burli depuis cette date-là. Voilà. Bonjour chers amis. Donc Père Christian, serviteur des malades, breton, béninois depuis 50 ans. Nous sommes à 140 km de la capitale Cotonou, dans une zone essentiellement rurale. Notre rayon d'action s'étale sur toute la largeur du Bénin, qui n'est pas très large, mais en grignotant sur le Nigeria d'un côté et sur le Togo de l'autre côté. Le centre de santé de Davougon était, il y a 30 ans, une léproserie tout à fait classique, c'est-à-dire une sorte de mouroir où 40 lépreux attendaient tranquillement la mort sans rien faire, si ce n'est boire et se disputer. Construite en pleine brousse, au milieu de carrières de sable et de gravier, la léproserie symbolisait tout à fait l'exclusion. Nous avons commencé immédiatement en arrivant un grand travail de réinsertion. Réinsertion de presque tous les malades dans leur village d'origine, jamais dans des villages artificiels, dans leur village d'origine, dans leur famille, là où étaient leurs racines, en leur construisant chez eux une petite case personnelle. Mais en cas de besoin, ils sont toujours les bienvenus à Davougon gratuitement, que ce soit pour des soins ou pour une aide alimentaire trimestrielle. Dans le même temps que nous faisions cette réinsertion, nous avons créé un centre de promotion féminine pour donner un avenir à leurs enfants. Parce que nous sommes aperçus que les enfants des lépreux, ils n'allaient pas à l'école, ils n'avaient pas de métier, donc leur avenir était complètement bouché. Aujourd'hui, ce centre accueille toutes sortes d'enfants en difficulté, soit parce que porteurs de maladies chroniques, soit parce qu'en danger de mariage précoce ou en danger de trafic vers le Nigeria voisin, ou simplement parce que non scolarisés. Par ailleurs, nous suivons et apportons une aide matérielle ou financière à un grand nombre d'écoliers ou apprentis qui sont dans un besoin réel. Plusieurs de ces enfants non scolarisés ou handicapés sont aujourd'hui à l'université, ou bien déjà secrétaires de direction, techniciens de laboratoire. Il y a même un qui est médecin et chirurgien. Dans le même temps, tout en restant pleinement centre de traitement anti-lèpre, nous avons commencé à adjoindre aux malades de la lèpre d'autres types d'exclus, et il y en a beaucoup. Les grandes dermatoses, les grands ulcères tropicaux, dont l'ulcère de Burli, que nous étions les premiers à opérer chirurgicalement au Bénin, alors même que la fac de médecine de Cotonou ignorait encore cette pathologie tellement délabrante. Nous avons vite compris que beaucoup d'autres malades autour de nous n'étaient pas soignés dans les hôpitaux et ni même dans les dispensaires, parce que ces hôpitaux et ces dispensaires étaient inaccessibles pour eux financièrement. Nous avons donc essayé de pallier à cette carence
tant et si bien que la vieille léproserie est devenue en quelques années, sans que nous l'ayons cherché, un grand village bourdonnant d'activités diverses. On parle d'un village socio-sanitaire, un grand village d'environ 700 personnes en permanence, dont 250 à 300 hospitalisés, et qui totalise chaque année plus de 32 000 consultations. 32 000 consultations. Je disais que nous ne l'avons pas choisi, mais nous nous sommes laissés guider par l'appel des malades eux-mêmes, par leurs besoins, par leurs cris de détresse, mais des cris qui sont souvent perceptibles seulement par ceux qui veulent écouter. Il n'y a eu aucun plan préétabli, aucun projet, aucun programme, mais seulement une écoute et la recherche d'une réponse adaptée à ce que nous entendions. Notre seul désir, notre seule hantise a été d'essayer de mettre la santé à la portée de tous, à la portée de tous les exclus du service sanitaire classique. Donc nous avons créé aussi un grand dispensaire complet avec une petite hospitalisation d'urgence, surtout pédiatrique. Ainsi, d'une dizaine de malades, nous sommes passés rapidement à 200 ou 300 consultants par jour, avec 2 services de dépistage, d'hospitalisation et de suivi pour les porteurs du VIH-Sida et pour les tuberculeux. Tout en demeurant un centre confessionnel privé, propriété du diocèse, notre centre est intégré aux programmes nationaux de lutte contre la lèpre, bien sûr, mais aussi contre la tuberculose, contre l'ulcère de Buruli et contre le sida. La Fondation Follerault nous aide plus ou moins directement pour toutes ces pathologies, mais aussi pour la prise en charge des grands brûlés. Des grands brûlés, il y en a énormément et personne ne les soigne. Des grands handicapés physiques ou mentaux, de jeunes paralysés et d'une multitude d'autres ulcères de toutes sortes. Nous ne sommes pas et nous ne voulons pas être un hôpital, mais nous faisons souvent ce que ne font pas les hôpitaux. Nous n'avons pas non plus de salle d'opération, ni de chirurgien, mais nous travaillons quotidiennement depuis 30 ans en lien avec un autre centre, soutenu également par Follerault, le centre Bémotin de Zagnalado, distant de 60 km. Ce centre-là non plus n'est pas un hôpital, mais pallie également aux carences du service public. Tous les mardis, nous y effectuons 50 à 60 interventions chirurgicales, dont un tiers viennent de Davougon. Il est bien sûr évident pour tout chirurgien normal, il est évident pour tout anesthésiste normal que cela est impossible, 50 à 60 interventions dans la journée. Mais l'équipe qui y travaille ne sait pas que c'est impossible, et elle le fait. De même, c'est impossible pour un médecin raisonnable de consulter 200 à 300 malades dans la journée. Mais la sœur Julia le fait 3 jours par semaine. Et les malades sont toujours plus nombreux, trop nombreux. Mais personne n'est refoulé parce qu'il n'y a pas de place ou parce qu'il n'a pas d'argent. Tous les malades, par contre, doivent participer à leurs soins, mais ce n'est jamais au-dessus de leurs moyens. Notre centre de Davougon, par exemple, fait environ 50 000 mètres carrés. Il est très grand. Et il est retenu entièrement
par les accompagnants des malades qui sont payés à la fin de la semaine pour le travail qu'ils ont fait. Et avec cet argent qu'ils ont gagné, ils peuvent aller au magasin du centre, acheter à prix très réduit tout ce qu'ils ont besoin pour se nourrir et pour nourrir leurs malades. Il faut noter, bien sûr, que ces vivres, comme une partie des médicaments, sont sponsorisés par Follereau. Ainsi, tout est à la portée des plus pauvres, mais jamais totalement gratuit. On ne paye pas les soins dans nos centres de Davougon et Zagnanado, on y participe. Le grand enjeu maintenant, bien sûr, c'est évidemment de transmettre cet esprit à ceux qui viennent derrière nous. Et c'est ce que nous essayons de faire tous les jours. Pour comprendre quelque chose au fonctionnement de nos 2 centres de Davougon et Zagnanado, il est essentiel de s'imprégner de cette obsession de mettre la santé à la portée de tous, à la portée des plus pauvres. Mais dans le même temps, nous devons être absolument persuadés que si nous nous préoccupons des pauvres, la Providence nous donnera toujours le nécessaire. Cela, je peux en témoigner après 50 ans d'expérience. Ce que j'essaie de transmettre, c'est ma conviction que ce n'est pas nous qui avons fait tout cela, mais Dieu à travers nous. Et quand je dis nous, je parle de vos mains autant que des nôtres, que des miennes. Follereau est la main de la Providence partout où je suis passé depuis 50 ans. Vous êtes la main de la Providence. Soyez convaincus que Dieu a besoin de vous, nous avons besoin de vous. Les malades, les pauvres, les exclus d'Afrique et d'ailleurs ont besoin de vous pour retrouver la santé et pour s'éduquer. Merci pour tout ce que vous faites. N'ayez pas peur de vous engager, car vous y trouverez aussi votre propre bonheur. Merci pour tout ce que vous avez fait, pour ce que vous ferez. Gardez vos convictions et engagez-vous. Soyez heureux et donnez du bonheur. Je vous remercie. Un très grand merci à vous, Père Christian. C'est vrai que l'hôpital de Davougon, le centre de santé de Davougon, quand on y va, c'est un vrai village. C'est grande humanité, grande chaleur, c'est familial, c'est merveilleux. Voilà, merci beaucoup. Et maintenant, Jean-Baptiste Noyac, directeur du cours Clovis et cofondateur d'Espérance Ruralité. Et Jean-Baptiste, votre engagement, si j'ai bien compris, c'est aider la jeunesse des territoires de France qu'on appelle périphériques. C'est peut-être un peu raccourci. Exactement. Oui, non, c'est très bien résumé. Bonjour à tous, pardon. Merci de me donner l'occasion de venir parler devant vous de ce qu'on fait modestement en Picardie. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de notre projet. En fait, en septembre 2017, donc il y a un peu plus de 2 ans maintenant, je me suis installé à La Fère, en Picardie, avec mon épouse et une équipe de 4 jeunes professeurs. Donc La Fère, c'est une petite ville de 3000 habitants qui compte plus de 50% de chômage des jeunes, 35% de familles monoparentales et 35% aussi de décrochage scolaire. Donc c'est une zone très sinistrée en France. On a décidé de s'installer là-bas pour ouvrir un collège pilote pour les enfants défavorisés des zones rurales. Donc c'était un peu avant les Gilets jaunes. On commençait à parler un petit peu des fractures qu'il y avait en France, notamment vis-à-vis de la France périphérique. Surtout depuis le livre de Christophe Guilluy, dont vous avez peut-être entendu parler, Fracture française, c'était un sociologue qui a bien montré comment en fait aujourd'hui la société française
se répartit entre, d'une part, les métropoles et leurs banlieues qui vivent à l'heure de la mondialisation et qui quelque part, sont bien intégrés dans la société. Et d'autre part, la France périphérique, donc ces zones périurbaines et rurales qui ne montent pas dans le train de la mondialisation. Alors c'est toujours un peu arbitraire comme fracture, mais, ou en tout cas comme polarisation. Mais on voit bien en tout cas que dans des petites villes comme La Fère, donc de 3000 habitants, ou même des villes plus importantes comme on peut avoir aussi dans l'Aisne, par exemple comme la ville de Laon, 30 000 habitants, vous avez les mêmes enjeux culturels, les mêmes enjeux économiques, les mêmes enjeux sociaux. Et donc voilà, donc c'est pour ces zones-là, ces territoires-là qu'on a décidé de s'engager, en partant du principe que c'est à l'école que tout commence, et donc si on veut commencer à trouver une solution, et bien peut-être qu'on pourra le faire en commençant par l'école. Donc on a choisi une ville qui est la plus emblématique de ces territoires, la ville de La Fère, et on a décidé d'y ouvrir un collège pilote donc, qui a été baptisé Cours Clovis par les élèves. On n'est pas mécontent parce que moi je suis convaincu qu'un des éléments importants de notre action et qui est décisif pour ces enfants, c'est notre capacité à les revaloriser dans ce qu'ils sont. Or Clovis, c'est un personnage très fort du territoire de la Picardie et même de notre pays, bien sûr. Et donc c'est un des premiers aspects de notre mission, c'est celle d'arriver à revaloriser les enfants dans ce qu'ils sont, parce que pour aller simplement, aujourd'hui un gamin des ruralités, quand il allume la télé, les réseaux sociaux, les clips, tout ça, tous les modèles culturels qu'il voit, ils viennent des métropoles. Et lui, du coup, il a vraiment l'impression d'être représenté nulle part et de compter pour rien, quoi. Donc c'est un gros enjeu d'arriver à les revaloriser, pour rendre confiance en eux, pour leur donner cette capacité aussi à se projeter positivement dans l'avenir. La deuxième partie de notre mission, c'est bien sûr de leur transmettre des connaissances solides. Et donc on a tout un travail également de suivi individualisé des élèves, de méthodes innovantes ou classiques. On refait du neuf avec du vieux, comme le disait tout à l'heure monsieur Olegous. C'est un peu aussi ce qu'on fait, donc on a un uniforme, donc c'est un élément très important à la fois pour créer une atmosphère d'établissement et participer à préfigurer en fait la commune, la région, le pays dans lequel cet enfant va s'insérer, et du coup à responsabiliser, puisque en étant partie prenante de cette école, qui est la leur, ils vont participer à son entretien, à rendre des services, au nettoyage, à la vaisselle. Et tout ça, ça responsabilise et ça donne confiance en soi. Donc on a des équipes d'élèves, vous voyez là, c'est pendant le déjeuner. Donc les élèves portent un uniforme et ils sont répartis par équipes qui ont chacun un modèle. Donc c'est une grande figure de l'histoire française. Donc vous avez Jeanne d'Arc, vous avez Arnaud Beltrame, c'est une histoire récente, mais qui est une figure assez édifiante pour notre jeunesse. Et donc, cette école devient vraiment la leur, et c'est quelque chose qui est très important aussi pour la confiance en soi, de voir que, on a un rôle, on sert à quelque chose, et on compte sur nous. Moi, je suis frappé de voir des garçons à qui on avait, ou des filles aussi, mais j'ai notamment un garçon en tête qui avait jamais, à qui on n'avait jamais fait confiance, quoi, et qui, à partir du moment où on lui a donné la responsabilité de capitaine de son équipe, est devenu vraiment un pilier de l'école, et c'est vraiment déployé et ouvert. Alors sur le plan du contexte social dans lequel on intervient, on savait, quand on a choisi d'aller dans la ville, presque la ville la plus pauvre de France, que ce serait pas facile, mais je mesurais pas en fait à quel point on serait vraiment proche des missions de Follereau en s'installant à La Fère. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une misère sociale c'est un quart-monde français qui a été déjà théorisé par beaucoup, mais il y a une misère sociale qu'on n'imaginait pas. Moi, je relis Zola à chaque entretien de recrutement d'un élève, quoi. Vous avez un tel qui a trouvé son père mort dans le canal, l'autre dont la mère se fait battre par le voisin, vous avez un tel qui a été violé à l'âge de 2 mois par ses parents.
Enfin, vous voyez, c'est vraiment quelque chose que j'imaginais pas du tout. Et en même temps, c'est très beau de voir que... alors déjà, c'est pas que ça, hein, et ça c'est vraiment la partie extrême, mais les 2 tiers, c'est quand même des familles de l'ancienne classe moyenne qui essayent de faire ce qu'ils peuvent pour que leurs enfants s'en sortent dans la vie. Et surtout, c'est très beau de voir que en fait, des enfants qui n'avaient rien reçu, eh bien, il suffit de les regarder avec amour pour que progressivement ils se libèrent et ils se déploient. Et notamment ce garçon dont je vous parlais, qui avait connu des horreurs dans son enfance, eh bien, il a vraiment complètement évolué. Il est arrivé à l'école, il était tout recroquevillé sur lui-même, il ne regardait pas dans les yeux, il était pas bien, quoi. Et petit à petit, il s'est mis à répondre. On était ravis qu'il réponde, vous voyez. On était là, ok, il prend confiance en lui, c'est super, quoi. Et progressivement, il s'est vraiment libéré. Et maintenant, il est parti en CAP horticulture. Il veut devenir paysagiste. Enfin, voilà, la mission est accomplie, quoi. Mais voilà, donc pour résumer un peu ce qu'on fait, l'idée, c'est vraiment de rendre confiance en eux et de transmettre les savoirs fondamentaux aux enfants. Et on voit bien que l'impact est immédiat sur la confiance en soi, parce que c'est des enfants qui étaient dans des environnements... 80% de nos élèves qui sont arrivés la première année avaient été victimes de harcèlement scolaire. Donc il y a un environnement scolaire qui est très dur et qui du coup ne permet pas de se mettre au travail. Et donc il y a un gros travail qu'on essaye de mener là-dessus. Donc on a un impact immédiat, je pense, sur la partie éducative. Et c'est plus long sur la partie scolaire parce que comme on est un collège, donc de 6e à la 3e, les enfants arrivent avec quand même des difficultés importantes. Et donc on réfléchit là à ouvrir un primaire pour pouvoir commencer plus tôt le travail qu'on fait. Mais déjà on voit un impact réel, hein, sur le plan scolaire. Alors c'est d'autant plus net qu'il y a des élèves qui étaient vraiment en décrochage fort, qui nous avaient été envoyés par des assistantes sociales. D'ailleurs, les élèves qui sont parrainés par Raoul Follereau, puisque c'est l'objet du partenariat qu'on a avec Raoul Follereau, c'est le parrainage de 8 élèves qui étaient en risque fort de décrochage scolaire. Donc ça fait une bonne partie de notre effectif, parce qu'on a 40 élèves, donc vous voyez, c'est déjà c'est un soutien très, très fort de la part de Raoul Follereau. À ce propos, du coup, je voulais vraiment vous remercier parce que j'ai bien conscience que en fait, si Follereau peut intervenir sur ce qu'on fait, c'est parce que des bénévoles comme vous font des quêtes, font des actions de sensibilisation et parlent de ces projets et lèvent de l'argent sur les projets qu'on essaie de financer. Donc vraiment, merci infiniment pour ça parce que votre petite... contribution, elle trouve vraiment son expression très, très concrète dans ce qu'on fait. Concrètement, Raoul Follereau nous donne 35 000 €, nous a donné 35 000 € l'année dernière, et ça a vraiment permis de financer la scolarité de ses élèves. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, on est financé uniquement sur fonds privés. Donc il y a la contribution des familles qui représente même pas 10% du coût réel de la scolarité, et puis le reste qui est apporté par des particuliers, des entreprises, des fondations qui nous viennent en aide, et donc c'est vraiment décisif d'avoir des partenariats comme celui qu'on a avec Raoul Follereau, d'autant plus que, et je souscris totalement aux 2 valeurs de fidélité et d'innovation qui ont été évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire que moi le sentiment que j'ai vraiment par rapport à Raoul Follereau, c'est que c'est à la fois un engagement de long terme, et donc c'est vraiment décisif pour qu'on ait de la visibilité sur ce qu'on fait, surtout au début où on lance notre projet. Après, on pourra peut-être avoir des financements récurrents, mais un soutien au démarrage, donc dans l'innovation, et un peu régulier, c'est vraiment précieux. Et c'est d'autant plus précieux que Follereau, à la différence de beaucoup de fondations, est capable de financer du fonctionnement. Et ça, c'est vraiment précieux pour nous parce que la plupart des fondations, notamment d'entreprises, elles préfèrent uniquement financer de l'investissement. Donc, d'avoir ce soutien pour financer concrètement du salaire de prof, quoi, et du parrainage d'élèves, eh bien, c'est vraiment un soutien décisif. Donc voilà, encore une fois, merci à tous et puis à bientôt.
Jean-Baptiste, votre fondation porte bien son nom d'Espérance. Vous redonnez espoir, confiance, avenir à tous ces jeunes. Donc, un grand merci à vous. Et maintenant, et bravo. Et maintenant, nous avons Roger Kerala, responsable des projets Moyen-Orient pour la Fondation. L'engagement de Roger, c'est servir l'homme en détresse, donc le plus pauvre, le plus démuni. Et Roger va nous parler aujourd'hui de la situation en Irak, nous dire si elle est explosive, nous décrire le contexte et la nécessité d'agir, et nous dire quels sont les projets que nous soutenons en Irak pour la Fondation Raoul Follereau. Voilà. Bonjour. Oui, donc moi, j'interviens aujourd'hui, ce matin. Oui. Moi, j'interviens à la place de Riven Koja. Donc, Riven aurait dû être parmi nous aujourd'hui. Riven est un jeune ingénieur irakien qui, lui, il a décidé de rester chez lui, qui a décidé que son pays, ça valait la peine de rester dans la région d'Al-Koch et ses alentours. Et donc, faute de visa, donc il n'a pas pu obtenir son visa avec son épouse. Ils auraient dû être parmi nous. C'est moi qui interviens aujourd'hui. Je vous invite maintenant à voir 2 montages qu'on a travaillé avec lui, bien sûr. Comme ça, vous avez une idée sur un grand projet qu'on a entrepris l'année passée. Donc, c'est les Oranges de Noël. Donc, c'est le village de Tel Kep qu'on a essayé de rebâtir. On a pris une partie, vous allez voir. Et ensuite, les autres projets qu'on a fait auprès de lui. Voilà.
Merci. C'est juste un paquet de projets, donc c'est plusieurs projets qui se font, mais pour aider les gens vraiment à rester chez eux. Donc je rappelle pourquoi est-ce que nous sommes dans cette région du monde. Donc le premier but, c'est vraiment d'aider ces minorités à rester là où ils sont. C'est une vraie aide pour qu'ils puissent rester chez eux. Et donc la deuxième chose à rappeler, c'est que la Fondation ne va pas dans ces régions-là pour chercher des projets pour être visible ou quoi que ce soit. La Fondation, elle répond à des appels. Nous recevons des appels et c'est sur ces appels que nous sommes en train de réagir. Alors nous sommes au Moyen-Orient. Voilà, je pense que vous avez entendu. Ça, c'est tous les jours qu'on entend de la guerre au Liban, en Syrie, Irak et tout. Donc si je reprends un peu ce contexte géopolitique qui est bien difficile aujourd'hui, vous avez aussi entendu parler un peu dernièrement de la nouvelle révolution au Liban, vous avez entendu aussi de la révolution qui se passe aussi en Irak. Donc tout ça, c'est en ébullition. Donc si je reprends un peu cette carte, c'est pour dire que dernièrement, il y a eu cette dernière invasion des Turcs dans les régions de la Syrie. Donc si vous voyez un peu en haut, cette partie-là, donc la Turquie, elle est là. Là, on est en Syrie, on a Kamishli, on a Hasake. Ces deux régions où la Fondation elle est présente depuis une dizaine d'années. Vous connaissez Monseigneur Odo. Donc Monseigneur Odo, il est là dans cette région. Mais avant aussi, on était à Deir ez-Zor. Et donc, après la guerre en 2014, on a dû quitter Deir ez-Zor. Le projet que nous avions, il a été transféré à Damas. Et là, je continue aussi du côté de l'Irak. Donc cette invasion qui a eu lieu, elle a eu lieu du nord de l'Euphrate jusqu'à la frontière. Et donc ça, c'est la Turquie, elle est venue là. Et en même temps, vous avez ces régions de Zaho et cette région-là qui est tout le temps sujette à aussi des invasions ou bien des bombardements, ou c'est l'aviation. Là aussi, dans cette région de Zaho, la Fondation elle a deux projets phares aussi. On a le projet de Dashtatach et de Sharanesh, ces deux villages qui sont tombés aussi, encore une fois, dans les mains des Turcs. Et donc, ces deux projets que nous avons perdus, c'était un choix d'aller vers ces personnes, ces familles chrétiennes qui sont là. Et donc là, ils ont dû quitter le village vu les opérations de guerre. Alors, voilà où nous sommes en train d'opérer. C'est une région qui est difficile, mais avec l'apport que nous sommes en train de faire, ces régions ont un espoir, ont de l'espérance qu'il y a quelqu'un qui est là, qui les aime et qui les soutient. Là, si on peut continuer, je vous propose aussi de voir trois projets. Donc, dans ces régions, il n'y a pas que des chrétiens qui sont là, il y a aussi les Yézidis, vous avez entendu parler. Même sur la carte, si on revient un peu sur la carte, au niveau de l'invasion turque, la région de Jezire, qu'on a vu un peu cette bande là-haut, c'est une région où il y a des Kurdes, mais il y a aussi des chrétiens et des Yézidis. Et donc, les premiers dommages collatéraux de cette invasion, parce que le but étant d'éliminer le PKK, c'est les chrétiens arméniens qui sont persécutés encore une fois, et c'est aussi les minorités yézidis qui sont dans le chemin. Et donc ces yézidis, nous on les aide beaucoup plus en Irak qu'ailleurs. Donc ça c'est une petite aide sociale qu'on a fait, mais il y a une autre aide aussi d'hospitalisation et tout. Donc on reste aussi à l'écoute de ces minorités. On continue avec d'autres projets. Le projet de Dashtatach qu'on avait perdu, c'était les veaux de Dashtatach. C'était aussi une opération Orange. Mais on croit toujours que dans ces villages, s'il faut que ces chrétiens ils restent, il leur faut un projet générateur de revenus, un projet qui puisse être rentable. Donc ça, c'est à Nafkanda, par exemple, aussi en Irak. On a acheté des moutons à tout le village. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est de créer des collégialités, que les gens continuent à travailler ensemble. C'est comme ça qu'on leur donne les moyens de rester, c'est qu'ils restent solidaires. Et nous, on vient avec l'église locale, on les aide à rester là où ils sont. Donc on a créé cette bergerie, on a acheté les veaux, les moutons, et là, ils sont en train de travailler ensemble et à répartir les fruits de ce travail pour tout le village. Voilà, on a tout fait, on a construit toujours avec le partenaire local. Le grand projet de l'année passée, de 2019, et qui continue, l'école de Karakosh, c'est la seule école des pauvres à Karakosh. Les autres écoles sont
ne sont pas de l'État. Ça, c'est la seule école de l'État. Donc, elle a été complètement touchée par les opérations de guerre. Là, nous ne sommes pas seuls, parce que seul, on peut ne pas suffire. Avec d'autres, on peut réussir. Dans ce projet, nous avons avec nous la Fondation Mérieux, la Fondation Saint-Irénée, la région d'Île-de-France et un partenaire local aussi, l'association Hammurabi. Donc nous sommes 4 à unir nos forces pour pouvoir faire une école de 12 classes. Et donc là, on a déjà commencé le chantier depuis quelques mois. C'est un grand chantier, mais c'est un chantier qui prend forme. Et donc les élèves, les 150 élèves de cette école, ils sont dans des algécos jusqu'à maintenant. Donc vous pouvez vous imaginer à 50 degrés, s'ils sont dans des algécos, comment ça peut être. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est leur donner une école en bonne et due forme. Donc cette école, elle est vraiment en voie de construction et de la belle manière. Donc voilà. Juste pour terminer aussi, avec ça, je dis que le combat, notre engagement aujourd'hui, je rejoins le Dr Cauchois avec ce qu'il a dit, notre combat, la première chose, c'est vraiment de combattre la pauvreté dans ces régions où nous sommes. Mais le deuxième combat, qui n'est pas aussi moins, c'est de vraiment essayer de semer l'amour dans ces régions où la haine, elle continue à persister. Et c'est une haine qui est aussi au niveau des confessions. Et c'est là où notre rôle il est vraiment très important. Est-ce qu'on peut aussi aider à créer une certaine paix, si ce n'est pas au niveau du Moyen-Orient, au moins dans les cœurs? Merci beaucoup, Roger, et merci beaucoup à Riven Koja. Il faudra vraiment lui transmettre nos remerciements pour ces images qui nous ont bien émus. Ceux qui auront fait des opérations aux Roches de Noël l'année dernière auront reconnu Telkep. Et grâce à vous, vous voyez qu'il y a des belles choses qui se sont faites là-bas. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous les trois de nous avoir montré ces magnifiques projets. Et nous sommes très fiers de les soutenir. Ah, si vous souhaitez, peut-être, il y a encore quelques minutes, peut-être si quelques personnes ont envie de poser des questions, on a quelques minutes. C'était dans quel pays? C'était On va respecter Irak. juste le micro, ça serait bien. Il y a une question ici. C'est en Irak, dans la plaine de Ninive, du côté d'Al-Kosh. Donc, on a plusieurs villages qu'on est en train d'aider là-bas. Oui, moi, je voulais juste savoir si Espérance Ruralité a un lien avec Espérance Banlieue et si donc Raoul Follereau intervient aussi à Espérance Banlieue. Alors, jusqu'à présent, Espérance Banlieue était abritée par la Fondation pour l'école, comme nous le sommes, mais c'est plus le cas depuis 6 mois, donc juridiquement, il n'y a même plus ce lien-là. Et dès le départ, il y avait une vraie séparation sur le plan pédagogique et sur le plan notamment de la levée de fonds. C'est important parce que souvent les gens qui font un don à l'un pensent donner aussi à l'autre, donc non, ce n'est pas le cas. Voilà. Mais en revanche, il y a clairement des échanges entre les équipes, parce qu'on a des problématiques qui sont très similaires. Et notamment notre nouveau directeur pédagogique est un ancien directeur d'une école Espérance Banlieue. Une question pour Jean-Baptiste Noyac. Comment les enfants sont recrutés dans vos écoles? Alors, on accueille tous les enfants du territoire qui souhaitent rejoindre l'école. Le critère, il est d'abord leur adhésion à la pédagogie de l'école. Donc, si jamais il y en a, par exemple, au bout de quelques semaines qui ne veulent pas recevoir l'uniforme de l'école et qui vraiment n'adhèrent pas ou qui ont de trop grosses difficultés de comportement, eh bien, on ne pourra pas les garder. Et puis on s'est aperçu aussi qu'au départ, on accueillait vraiment tous les enfants, parce qu'on ne veut pas faire de sélection sur le niveau scolaire, on ne veut pas du tout avoir une école élitiste. En revanche, il y a des enfants qui ont des difficultés qui sont quasiment d'ordre mental, enfin, aujourd'hui, qui ne sont pas prises en compte et qui sont pile entre entre le système normal et puis le système adapté.
Et ceux-là, nous, on n'est pas en mesure de les accompagner, notamment parce que, en tant qu'école hors contrat, on n'a pas la possibilité de bénéficier des AVS, des assistants de vie scolaire, qui sont réservés aux écoles publiques et sous contrat, et du coup, on peut pas suivre là-dessus. Voilà. Oui, j'ai une question pour Jean-Baptiste, mais avant, je voulais adresser un petit mot au père Stenou, d'abord pour vous dire que j'étais personnellement très touché par votre intervention, et je voulais vous dire que ce ne sont pas les bénévoles qui font du bien à vos pauvres, c'est vous qui nous faites du bien. Voilà. Alors, Jean-Baptiste, pour revenir sur cette question du recrutement, comment est-ce que vous pouvez assurer qu'effectivement ça va bien profiter aux enfants défavorisés, puisqu'il y a toujours un risque que les écoles hors contrat attirent des personnes issues de milieux plus favorisés? Ouais, c'était ma crainte principale en démarrant, et c'est pour ça qu'on avait choisi de s'installer dans un lieu qui soit vraiment particulièrement défavorisé. On avait peur en fait un peu du délit d'initié, quoi. C'est-à-dire qu'en fait les familles plutôt culturellement favorisées de la grande ville du coin viennent mettre leurs enfants. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas, mais à tel point qu'on aimerait bien qu'il y en ait quand même quelques-uns qui viennent, parce que c'est important aussi d'avoir cet équilibre et de pouvoir avoir des enfants qui ont quand même reçu un capital culturel un peu plus important pour tirer un peu le groupe vers le haut. Donc on essaye vraiment d'équilibrer ces deux aspects. On est loin de compte. Une dernière question, on va faire une dernière question là-bas. Je suis désolé, c'est la dame, priorité. Oui, Roger, je voudrais savoir quel est le pourcentage de chrétiens réfugiés à Erbil depuis un certain nombre d'années qui reviennent vraiment dans la plaine de Ninive s'installer. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup. Aujourd'hui, on compte 50 000 personnes qui sont rentrées du côté de Karakosh. Mais est-ce que ces 50 000, ils restent dans ces villes et villages? Vu la situation explosive, encore une fois, il y a beaucoup qui sont en train de repartir. Et donc, malheureusement, il y a beaucoup qui reviennent au Liban et qui reviennent en Jordanie, qui sont aussi en phase de départ final. Et donc, à chaque fois, je dis la même chose. Si, encore une fois, avec ce qui se passe aujourd'hui, avec l'invasion turque, si ces chrétiens vont aussi partir de l'autre côté, et si, donc, s'il y a ces islamistes qui vont être logés, ces 4 millions qui vont être logés, c'est ça un peu le but, dans cette bande de 30 km, moi je pense que même les chrétiens de la Syrie, ils ne seraient plus là. Déjà, les chrétiens en Syrie, ils ne sont pas plus que 2% aujourd'hui, donc on compte 250 000 chrétiens en Syrie, là où ils étaient beaucoup plus il y a quelques années. Donc c'est une situation, à mon avis, très difficile. Et donc cette peur, elle est toujours là en Irak et en Syrie, que ces chrétiens continuent à quitter. Voilà, merci. On va passer à la page suivante. Je profite justement, pendant que vous vous levez et repartir, pour dire que Roger régulièrement envoie des articles, surtout en ce moment, sur ce qui se passe au Liban, et on publie ça sur le site. Donc vous avez aussi un moyen d'être renseigné sur ce qui se vit là-bas, qui est assez difficile, par quelqu'un qui connaît bien la situation. On peut tous les applaudir.